On y va. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir. Ravi de vous accueillir également. Je suis Grégoire Michel, directeur associé chez Convertéo. Et je suis Sonia Réquillard, donc je dirige l'activité conseil Synomia au sein de Convertéo. On peut peut-être, en attendant que tout le monde nous rejoigne, lancer un petit sondage pour démarrer. Ouais, tout à fait. Donc vous allez voir le sondage qui arrive juste en bas à droite et qui vous effectivement propose de répondre à la question: est-ce que vous connaissez déjà Synomia ou pas, en fait. Donc ça y est, il est publié, ce petit sondage en bas à droite. 6 votes déjà. Alors là, on est sur presque 50-50 en live. Très bien. Je vous propose qu'on se lance. Donc, on va vous présenter donc Synomia, qui est une offre assez unique sur le marché, comme on le verra. On parlera ensuite des domaines d'application de Synomia et on conclura par une étude de cas et de mise en pratique autour de la Coupe du Monde au Qatar pour vous illustrer ce que Synomia nous permet de faire et vous permet de faire. Et puis, on terminera par une session de questions-réponses. Je vous propose d'utiliser le chat pour poser vos questions et je ferai une synthèse à la fin de ces questions pour répondre dans le temps qui nous restera au maximum d'entre elles. Juste pour un rappel rapide, donc Convertéo, cabinet de conseil spécialisé sur le digital et la data. On a dépassé les 420 consultants en début de cette année, avec environ 200 clients actifs par an, plus de 90 partenaires technologiques et 4 practices au sein du cabinet, une practice orientée autour du consulting, de la data et du consulting métier, des stratégies marketing, des stratégies data, de la gouvernance et de la conformité. Une autre practice un peu transverse, qui est la practice plus technique chez nous, qu'on appelle Data Technologies, capable d'aller du schéma directeur à l'implémentation et aux intégrations, notamment autour de toutes les plateformes cloud. Une practice dite de spécialité chez nous, la practice Analytics et Digital Product, qui est le métier historique de Convertéo, et qui tourne autour de toute la mesure et l'optimisation de vos assets digitaux. Et enfin, la practice qui travaille autour des sujets d'audience, l'acquisition, le traitement, l'activation des audiences anonymes et connues, donc médias et CRM, dont je suis un des 2 directeurs. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui Sonia. Sonia qui dirige l'activité Synomia chez nous. Synomia, une société que nous avons rachetée récemment avec, pour notre plus grand plaisir, tant nous sommes persuadés que les synergies sont importantes et la valeur ajoutée est importante à la fois pour nos clients, nos prospects et pour Convertéo lui-même. Alors, on attaque le vif du sujet. On va présenter Synomia et ses spécificités. Donc, très rapidement, Synomia, en fait, nous sommes un acteur du conseil par la data. On dispose à la fois, si vous voulez, de technologies d'IA sémantique propriétaires et de consultants qui sont des experts métiers. Et tout ça, c'est au service finalement d'une alimentation aussi bien des stratégies que des plans d'action des clients, des grandes entreprises. Donc, ce sont des études qu'on réalise. Et en fait, pour réaliser ces études, on utilise la donnée textuelle. L'analyse sémantique porte sur les données textuelles qui sont disponibles sur le web, sur les réseaux sociaux, et qui sont exprimées par des consommateurs, des citoyens, des médias, des marques, des entreprises, enfin les profils, on va dire, qu'on aime observer, ou même des collaborateurs.
On est une entreprise qui a 23 ans finalement d'avance sur ces sujets NLP, puisque ça fait 23 ans, hein, on a été créé en 2000, à la suite d'une rencontre entre un entrepreneur et un chercheur du CNRS. On a fondé cette société qui aujourd'hui représente 11 experts au sein de l'entreprise, 50% R&D, 50% tech et 50% conseil. Et nous accompagnons à peu près 40 clients actifs, qui sont des grandes entreprises hein, pour la plupart. Voilà, donc on a eu un parcours, j'ai envie de dire, avec quelques pivots en 2004, 2011, 2016, qui ont tourné autour de l'activité moteur de recherche pour site web, qui tourne encore sur certains sites clients aujourd'hui. Et puis, on va dire progressivement, on s'est orienté vers plutôt du conseil outillé, c'est-à-dire du conseil augmenté par l'IA autour de la sémantique, et c'est vraiment aujourd'hui notre cœur de valeur. Et c'est pourquoi, en fait, Converteo a acquis Sinomia là, en avril 2023. Donc, je suis ravie de partager, en fait, mon enthousiasme sur les synergies qui sont présentes là, avec cette acquisition. Alors, plus concrètement, comment aujourd'hui on procède? En fait, c'est vraiment une combinaison pour réaliser le métier qui est nôtre de l'IA, donc vraiment nos technos d'analyse sémantique propriétaires, de l'IH, les consultants, et puis la donnée sémantique, dont on va dire extrait des insights pour orienter finalement les clients dans leur processus de décision. Et donc, ces données, elles viennent aussi bien de l'interne, c'est-à-dire par exemple des données qui sont recueillies au travers d'études, de sondages, de questionnaires qui sont réalisés auprès du fichier client, par exemple, mais également beaucoup de données externes, c'est-à-dire qu'on va aller chercher de façon spécifique, en fonction de la question, des sources de données, donc ça peut être les réseaux sociaux, par exemple, hein, Facebook, Twitter, les forums, mais aussi des sites d'avis clients, des reviews, des avis sur les App Store. Et puis aussi, évidemment, tout l'environnement qui est accessible sur le web, via Google, par exemple, sur des sites médias, des sites concurrents. Quand on collecte cette donnée, en fait, vous le voyez au milieu, on va décortiquer tous les contenus, toutes les conversations qui sont exprimées spontanément, et c'est cette matière qu'on va analyser. Donc, plus particulièrement, en fait, qu'est-ce qui fait la singularité de l'approche? En fait, sur le premier niveau, vous voyez, notre particularité, c'est qu'on ne pose pas de questions. En fait, on va vraiment spontanément écouter ce que les gens disent de façon massive et spontanée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique parce que finalement, on va ne pas porter un regard des a priori sur la question, puisqu'on ne pose pas de questions par définition. Ça nous permet d'aller chercher vraiment un très gros volume de données, d'avoir une rapidité d'exécution évidemment très importante. Et vous voyez, sur le deuxième niveau, en fait, une fois qu'on a collecté toute cette matière spontanément exprimée, on va transformer cette matière en une granularité de sujets qui sont extrêmement riches et qui permettent aux clients de découvrir des insights qu'ils n'auraient pas, on va dire, perçus autrement. Je vous donne un exemple, vous voyez, dans un verbatim à gauche, c'est une personne qui partage la difficulté de se positionner sur une cuisine, elles sont toutes trop belles, et elle cite des marques. Eh bien, en fait, ça nous permet non seulement de décortiquer le fait qu'elle s'intéresse à un produit, que son critère d'appréciation, c'est l'esthétique, et qu'elle vient comparer, elle considère 3 marques qui sont SoCook, par exemple, Xina, et puis un autre acteur. Donc, vous voyez, vraiment, c'est important parce qu'on va aller chercher tous les signaux, tous les insights qui permettent de maximiser finalement l'information auprès du client. Une fois qu'on a cette granularité de sujet, troisième niveau en dessous, ça permet de bâtir des actions vraiment data-driven. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la connaissance, mais c'est mieux si elle est actionnable et monitorable dans le temps. Et en fait, toute cette sémantique, elle va nous permettre aussi de guider dans, par exemple, la communication ou dans les leviers digitaux, la meilleure façon de se rendre visible en SEO, en SIA, ou en activant des partenaires qui sont des partenaires d'influence parce qu'ils traitent des mêmes sujets, de bien voir quelle est la bonne sémantique qu'il faut utiliser peut-être dans les créations publicitaires. Voilà, donc l'idée, c'est de faire cette jonction après avec les leviers d'activation, marketing et de la communication.
Voilà, alors bon, là, on a décrit un petit peu la singularité, la façon dont on procède. Finalement, c'est quoi les domaines d'application principaux? Alors, on a 6 domaines d'application principaux. Si on prend en haut à gauche, on démarre par tout ce qui est décryptage de tendances de société, de dynamique de consommation, de nouveaux signaux, de mindset, en fait, qui viennent nourrir toutes les orientations marketing, innovation. Et ça, c'est vraiment très important de ne pas être trop bas dans les sujets, mais de bien détecter en amont, on va dire, la façon dont les gens, par exemple, quand ils parlent après Covid de l'alimentation, je pense à Leroy Merlin, hein, par exemple, typiquement. Ce qui intéresse notre interlocutrice, qui est la directrice de l'éditorial, c'est pas forcément de se dire quelles sont les couleurs ou les produits qui sont présents dans les conversations, mais c'est le fait de dire que les gens sont aujourd'hui plus sensibles à faire les repas eux-mêmes ou à acheter en vrac, parce que ça va avoir des incidences sur justement les produits ou les services que Leroy Merlin va proposer. Et ça, de détecter tout ça en avance du marché, ça permet de prendre évidemment un coup d'avance sur l'offre marketing. Diagnostic de marché, là, on rentre sur quelque chose qui permet de cartographier tous les acteurs d'un écosystème digital pour permettre de positionner la marque. Hein, donc, typiquement, ça peut être une marque qui communique ou qui vend des produits, et de voir quelles sont les différentes opportunités marketing et communication qui se distinguent sur ce diagnostic. Des personas marketing, ça, très facilement, on peut enrichir la connaissance de segmentation CRM, par exemple, ou de nouvelles communautés que l'on veut acquérir. Du consumer journée, ça permet de renforcer la position d'une marque par rapport à la concurrence sur les différentes étapes d'un processus de décision ou d'un processus d'achat. Et puis enfin, le dernier volet, brand and marketing content, ça permet vraiment de nourrir toute la stratégie éditoriale en améliorant l'efficacité des contenus qu'une marque va produire, en étant vraiment en raccord avec, j'ai envie de dire, tous les sujets qui sont appétants, tous les sujets d'intérêt d'une audience. Enfin, transversalement, on crée aussi des indicateurs basés sur de la sémantique qui permettent, vous verrez hein, tout à l'heure, de monitorer un sujet, un pilotage d'activité, quel qu'il soit, donc sous forme de baromètre, par exemple, ça peut être un baromètre RSE, sur ce que les gens disent de votre marque par rapport à des piliers par exemple, d'écologie, d'environnement, social ou sociétal. Et juste pour ajouter un mot, mais typiquement sur les sujets de diagnostic de marché ou de segmentation CRM ou de customer journey, on a déjà eu l'occasion en moins d'un mois de travailler sur plusieurs projets en commun, notamment autour dans l'audience aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous sont des clients Converteo, mais en fait, sachez que dans notre vision de l'intégration de Sinomia au sein des équipes Converteo, il y a un volet important qui est consacré justement au fait de venir enrichir notre capacité à vous conseiller à travers la technologie et le savoir-faire de Sinomia. C'est ça. On va effectivement être le plus raccord possible avec ces différentes cibles qui sont stratégiques pour un client. Alors, on va peut-être passer justement à des choses très visuelles qui vont permettre de toucher un petit peu du doigt quels sont, on va dire finalement, les insights dont on parle, et surtout quels sont les bénéfices pour un client qui va par exemple mener avec nous une cartographie digitale. Typiquement, là, vous avez par exemple en haut à gauche la représentation d'un écosystème digital. Donc, ça peut être un écosystème digital sur une activité hein, transactionnelle. Donc, ça peut être sur, par exemple, des activités culturelles, des biens de consommation, mais aussi sur des sujets tels que là, on est sur une cartographie de la transition énergétique où on représente les différents territoires de communication qui s'articulent sur un marché, les différents acteurs qui, en fait, sont présents sur ces territoires de communication, et on est capable, bien sûr, d'évaluer finalement la force de chacun, c'est-à-dire la performance de chacun sur ces territoires de communication, de façon à ce que derrière, donc, on voit cette partie en haut à droite, on arrive, merci Grégoire, de pouvoir faire le rapport entre ce que les acteurs proposent comme contenu
Et finalement, est-ce que ça intéresse les gens? C'est-à-dire le volume de recherche pour chacun de ces grands territoires de communication. Et on s'aperçoit, par exemple, vous voyez, que sur tout ce qui est politique en faveur de la réduction du climat et du CO2 qui a directement un impact sur les changements climatiques, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de recherches, mais finalement, pas tant d'acteurs que ça qui prennent la parole, ou en tout cas qui ne l'anglent pas de cette manière-là. En fait, ça permet vraiment, pour le coup, d'être tout à fait en phase avec les grands sujets d'intérêt qui sont requêtés dans Google, les forces en présence, et finalement, l'évaluation du site de l'acteur et de sa position en termes de visibilité pour tout de suite nourrir les stratégies éditoriales, les stratégies de contenu, les stratégies de visibilité sur cet écosystème afin de maximiser son efficacité. Vous voyez, donc tout ça est très data et on fait ce décryptage data pour accompagner l'annonceur. Donc voilà une cartographie digitale. Après, un autre exemple, on est sur une analyse concurrentielle. Cette analyse concurrentielle, elle permet par exemple d'aller spontanément chercher des milliers de conversations, des milliers d'avis sur un secteur, et avec par exemple là, vous voyez, une vingtaine d'acteurs qui sont passés vraiment à la moulinette, j'ai envie de dire, et dont on va scanner précisément tous les sujets, alors des sujets irritants ou au contraire des sujets vraiment d'engagement. Et en fait, ça vous permet d'avoir un décryptage complet, notamment au niveau du marketing, au niveau du service, sur qu'est-ce qui est un point de force de l'entreprise ou de la marque par rapport à ses concurrents, qu'est-ce qui n'est adressé par personne et qui est un sujet d'innovation qui va faire la différence, parce que justement, c'est un pain point qui est partagé par pas mal de consommateurs et qui n'est pas aujourd'hui résolu par les différentes parties prenantes. Donc là, par exemple, vous voyez, on a à gauche tout ce qui est fonctionnalité, tout ce qui est service, tout ce qui est offre. Et en fait, tous les points permettent d'évaluer si c'est rouge, donc évidemment négatif pour chacun des acteurs, si c'est vert, si c'est au contraire très positif, et à quel point ce sujet est structurant, c'est-à-dire plus la couleur bleue est foncée, plus le sujet est vraiment un pain point très fort ou au contraire un levier de différenciation très fort. Donc ça, typiquement, ça permet d'éclairer aussi les clients tout de suite sur on va dire, les actions à mettre en œuvre. Persona B2B. Alors ça, je pense, Grégoire, tu pourrais nous en parler parce que c'est quand même une problématique qui est commune à beaucoup, beaucoup d'acteurs B2B. On a beaucoup d'acteurs B2B qui nous interrogent et qui nous missionnent sur des personas B2B. Parce que la principale difficulté, c'est de trouver de la data très qualifiée, très, on va dire, pertinente sur ces différents profils qui peuvent être très, très spécifiques. Là, vous avez sous les yeux un exemple de restauration collective avec un directeur des achats ou un directeur marketing. C'est important de bien considérer quels sont ces enjeux, ces défis du quotidien, quels sont ces sujets de transformation, parce que ça permet, pour le coup, à des acteurs B2B de bien positionner en quoi ils apportent de l'information, du service, des produits qui viennent répondre à ces grands enjeux. Donc, on n'est pas du tout sur une approche uniquement product-centrique, mais on est bien sur une espèce de funnel aussi de décision et, entre guillemets, de conversation avec ces cibles pour pouvoir tout simplement considérer qu'on est proche, qu'on les comprend et qu'on a des solutions à leur apporter. J'ajouterais là-dessus que, et je viens moi-même du B2B, j'ai été à des postes de CMO dans le secteur de B2B, que c'est un exercice qui est particulièrement compliqué à faire, les bailleurs personnels en B2B, tout simplement parce que en tant qu'annonceur, en tant que de société qui a quelque chose à vendre en B2B, en général, quand on fait des personas, elles sont pleines de biais. Et le fait de s'appuyer sur une technologie comme celle de Synomia, qui va aller chercher la data partout où elle se trouve et la convertir enfin l'information sémantique partout où elle se trouve et la convertir en data vraiment de façon structurée, de façon claire et de façon objective, va permettre de progresser, de se rendre compte vraiment à la fois du rôle que joue chacune des buyers persona, des sujets qui les intéressent. Et il y a énormément d'avantages, que ce soit sur la pertinence des contenus, que ce soit sur les cycles de nurturing, que ce soit sur les thématiques qui convient de traiter à chacune des buyers persona.
le rôle de chacune des bailleurs persona dans le cycle d'achat. On sait qu'en B2B, en règle générale, on a affaire à plusieurs bailleurs persona au sein d'un même cycle d'achat. Tout ça va pouvoir être finalement documenté de façon très objective en s'appuyant sur la data à travers la technologie de Synomia. Alors, il y a une chose qui est très importante en rebond de ce que vient de dire Grégoire, c'est que vous voyez tous ces livrables, ces data visualisations, elles ont aussi pour vocation à être partagées au sein du comité de direction, au sein, on va dire vraiment des différents interlocuteurs métiers qui, quelque part, prennent en compte cette information très objective, hein, comme tu le disais, parce que l'idée, c'est que, bon, nous, on n'a pas de parti pris sur la donnée, en fait. Hein, on va pas vendre derrière du média ou de la com. L'idée, c'est d'apporter de façon très rationnelle un maximum d'informations pour que ça puisse servir à tous les différents métiers qui vont être activés au sein de cette stratégie. Alors là, on a une représentation de persona B2C ou de map de communauté, de map de mindset. Typiquement, là, vous êtes par exemple sur le secteur de la beauté. Eh bien, ce qui est important, c'est d'aller chercher justement aussi, au travers des conversations spontanées, ce que les femmes disent dans leur rapport à la cosmétique, que ce soit au travers de tout ce qui est skincare ou de ce qui est make-up, et de voir à quel point, par exemple, les choses sont en train de changer en termes d'attente, en termes d'usage, en termes de bénéfices. Et on voit bien, par exemple, ce qui peut être très, très structurant sur la cosmétique aujourd'hui et le bien-être en général, que, par exemple, des dimensions telles que les produits naturels, les produits bio, la santé, sont extrêmement présents. Et ça, à nouveau, hein, c'est pas un point de vue, on va dire, au doigt mouillé, c'est vraiment un point de vue qui part de la donnée et qui permet de mettre en perspective les sujets communs qui sont abordés par ces différents profils, ces différentes typologies de mindset, de façon à ce qu'ensuite on puisse les reconstituer sous forme de communauté que la marque va pouvoir adresser de façon beaucoup plus spécifique et de façon beaucoup plus, on va dire, personnalisée. Alors quand je dis personnalisé, c'est pas du one-to-one, hein, mais c'est des catégories, des segments de consommatrices qui sont intéressées par exemple, clean beauty, tout ce qui est emballage, et d'autres qui vont être très très vigilantes à toute la souffrance animale qui est présente dans les produits, par exemple. Donc voilà, on arrive vraiment à distinguer de façon très précise ce qui les réunit ou au contraire ce qui les distingue. Sous les yeux, vous avez cette fois-ci un parcours client ou un parcours consommateur qui, toujours à partir de la donnée, permet en fait de reconstituer étape par étape les différents, on va dire, recherches que réalise le consommateur quand il va, par exemple, faire le choix d'un produit. Et ça, c'est important parce que ça permet d'aller vraiment privilégier tout de suite la visibilité de la marque sur les sujets d'intérêt. Si par exemple, j'ai beaucoup de questions autour de les trucs et astuces ou les bonnes pratiques pour éviter de me faire arnaquer quand j'achète un produit d'occasion ou un produit recyclé ou reconditionné, et que personne sur le marché n'adresse vraiment cette étape d'information alors qu'on voit dans les volumes de recherche qu'elle est extrêmement plébiscitée par les consommateurs, ça permet justement de développer des contenus et de la visibilité pour adresser les bons sujets. Et ces bons sujets, ils doivent aussi être appréciés au travers des thématiques, des mots-clés qui sont utilisés par les gens quand ils font de la recherche pour pouvoir justement bien se positionner en SEO, en SIA, en contenu d'information qui permet de se présenter, et en upsell, bien sûr. Voilà, donc ça permet de apprécier. Donc typiquement, hein, c'est pas un secret, on travaille beaucoup avec Orange et il y a une interview que je vous invite à découvrir sur le site de Synomia, de Bruce Wang, qui est le directeur de la communication digitale et data d'Orange. On travaille avec Orange de longue date, hein, depuis 2016, et ça permet justement, voilà, de les accompagner dans tout simplement la visibilité des offres, des nouveaux produits, des nouveaux services, en ayant on va dire un propos très data sur le sujet. Stratégie éditoriale. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur la stratégie éditoriale. L'idée, c'est qu'on puisse apporter des éléments aussi bien de saisonnalité, de sujets d'intérêt, de projets, de recherche des consommateurs ou des clients
sur un marché. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de Leroy Merlin. De la même manière, ça n'est pas un secret, on travaille de longue date avec Leroy Merlin. Et il y a également l'interview de la directrice de l'éditorial qui témoigne en fait des bénéfices des méthodologies qu'on apporte pour nourrir son plan de communication annuel. En fait, on croise tous ces éléments, y compris potentiellement, on identifie des influenceurs qui permettent, en fonction des sujets sur lesquels la marque souhaite se positionner, donc là on est sur un acteur de l'alimentaire, hein, qui souhaite se positionner par exemple sur l'innovation en biscuiterie, sur des goûters équilibrés, eh bien on va aller chercher ce que les influenceurs disent au travers de leurs publications pour être le plus, on va dire, pertinent possible dans l'identification de ces influenceurs les plus efficaces. Et là, vous avez une représentation, par exemple, d'influenceurs qui sont présents sur 3 piliers de communication, on les retrouve au centre, et puis certains influenceurs qui sont plus présents sur un pilier ou un autre pilier, en fonction justement du poids du corps que l'on souhaite adresser. Et aussi, en fonction des publications qui sont les leurs, est-ce qu'ils sont très présents sur Insta, sur YouTube, sur Facebook? Donc ça, aujourd'hui, il n'y a pas un outil média qui le réalise de la même manière que nous. Parce qu'en fait, vous avez des outils médias qui souvent prennent en compte, par exemple, le reach ou le niveau d'engagement associé aux influenceurs. Là, nous, on repart de la sémantique qui est présente dans leur publication et on met après ensuite en perspective leur capacité à faire du rayonnement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment à nouveau d'avoir un propos très data et d'aller au niveau de la sémantique pour les apprécier en termes de performance. Autre représentation, des indicateurs. Tout à l'heure, je vous ai effectivement parlé d'indicateurs de pilotage d'activité, mais ça peut être aussi des indicateurs sur typiquement des items, la RSE, où on est capable de retracer l'histoire, y compris avec des années antérieures, de ce qui s'est passé en termes de perception, d'image de marque, sur, par exemple, le pilier de l'engagement environnemental, sur le pilier de l'engagement social ou sociétal ou économique. Et on est capable, en fait, de retracer dans une image RSE un peu globale, quid de ce qui a, on va dire, entaché la réputation de la marque sur quel aspect et à quel point ça a dégradé l'image de marque, à quel point ça a été, on va dire, néfaste pour l'image de la marque dans son ensemble. Donc voilà, ça c'est à nouveau une façon de monitorer dans le temps ou de suivre dans le temps les actions qu'une marque met en place pour pouvoir travailler justement le discours de preuve et tout simplement la crédibilité, la légitimité de la marque sur certains piliers RSE qu'il souhaite travailler. Voilà, j'en ai fini pour la partie un peu data visualisation et montrer quelques exemples, hein, tout simplement de ce type d'apport par la data. On a prévu, alors il est 11h30, donc ouais. On peut continuer quelques minutes, mais avant de continuer, alors, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat et on en a une là de Guy en B2B, mais ça s'applique aussi au B2C. Est-ce qu'il est possible de corréler ce que dit une personne en données externes avec l'identité qu'on a de cette personne dans les systèmes internes pour alimenter, par exemple, un commercial ou un centre de relations clients en disant bah, attention, cette personne elle parle de ça, il faudrait lui parler de ça, ou etc. etc. Alors, c'est une très bonne question. En fait, nous, la donnée, on ne va pas la travailler en one-to-one. C'est-à-dire qu'on ne va pas retracer de façon nominative ou non nominative, peu importe, avec des pseudo-anonymisations. On ne va pas retracer du tout le cheminement de quelqu'un qui s'est exprimé sur les réseaux et de l'autre côté sur la partie owned de l'acteur. Parce que quelque part, notre valeur ajoutée et le processus, c'est vraiment de traiter une donnée en masse, de la transformer et de l'analyser pour derrière en retirer des insights qui permettent après de s'actionner sur des grands segments ou des grandes typologies. Mais on ne fait pas, par exemple, d'activation programmatique
pour aller animer quelqu'un en particulier. En revanche, on peut faire de l'activation programmatique sur base de la sémantique, c'est-à-dire proposer des critères sémantiques qu'on pourra mettre dans les DSP, dans, on va dire, les trading desks, qui feront du ciblage sémantique sur des contextes ou sur des profils qui consomment des contenus en lien avec cette sémantique. Voilà. Mais donc, le one-to-one, non. Pour le faire en simple, je vais cibler avec tel contenu et telle thématique tous les gens qui ont parlé de ci ou parlé de ça dans tel terme. Voilà, ou qui s'intéressent à ces contenus-là. Qui s'intéressent. Tout à fait. Donc, la Coupe du Monde de Qatar. Alors, voilà, un petit flashback sur une étude qu'on a menée. Donc là, on la partage avec vous parce que c'est une étude qu'on a réalisée directement pour communiquer, qui a été publiée sur les réseaux. Quand la Coupe du Monde au Qatar a été réalisée, il y a eu énormément de polémiques, de vraiment soubresauts dans l'opinion publique française, mais également internationale, sur ce Qatar qui avait été organisé en plein été, avec des conditions, on va dire, très, très, très challengées, notamment sur, par exemple, les conditions dans lesquelles les gens y avaient travaillé, sur la condition de la femme, sur l'interdiction de l'alcool sur place. Enfin bref, il y avait eu énormément de conversations. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était de clarifier un petit peu ce qui se passait en fait. Et donc, on a récupéré des dizaines et des dizaines de milliers de conversations. Je crois qu'il y a plus de 50 000 conversations qui ont été extraites sur quelques semaines, 32 pays. Et l'idée, c'était d'aller voir en fait les contrastes. Est-ce qu'on en parle de la même façon en France et à l'international, et de voir potentiellement spontanément ce que les gens exprimaient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier sujet, c'est la cause LGBT, qui, en France comme à l'international, était le premier sujet de conversation. Donc, ça a drivé énormément de volumétrie de conversation. En revanche, la cause environnementale, vous voyez, c'est le deuxième sujet. Alors, ça a été vraiment un sujet français. Cette cause environnementale, ça a représenté 17 fois plus de conversations en France que partout dans le monde. Donc, on est très, très sensibilisés, nous, Français, à cette histoire. En revanche, la question, par exemple, de l'alcool, c'est quelque chose qui a été typiquement plus international que français. Hein, 7 fois plus dans le monde. Il y a eu. Qui l'eût cru? Ben voilà, tout à fait. Pourtant, nous sommes également consommateurs en France, mais ça a été vraiment un sujet d'abord international. L'atteinte aux droits de l'homme, c'est également quelque chose qui a été 4 fois plus conversé, on va dire, dans le monde par rapport à la France. Et les conditions, la condition de la femme en général, 2 fois plus dans le monde qu'en France. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, c'est que on voit des items de préoccupation qui sont communs, quand on globalise un peu l'international avec la France. Et puis, parfois, on voit bien des écarts qui sont quand même substantiels. Ça permettait simplement de montrer que contextuellement, on n'aborde pas les choses de la même façon. On n'a pas les mêmes préoccupations. Alors ça, c'est vrai pour le sujet du Qatar organisé en 2022, mais c'est valable pour tout autre sujet, qu'il soit RSE, qu'il soit product-centric ou qu'il soit des sujets de transformation, par exemple. On a poussé un petit peu le vice en allant plus loin et en allant au-delà de cette vision France internationale, voir quels sont vraiment les pays ou les régions du monde dans lesquelles on avait des disparités et des choses qui étaient surreprésentées au sein de ces conversations. Et par exemple, on a vu qu'en Amérique du Sud, la question justement de l'alcool était encore plus présent que dans d'autres pays. Aux États-Unis, ce dont on a parlé, c'était la question du boycott de l'hymne national de l'Iran. En fait, vraiment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi cette capacité à, au-delà des grands sujets qui sont on va dire des sujets de contraste, d'approfondir, vous voyez, pays par pays, ce qui singularise des différences culturelles et des choses qui sont importantes. Voilà. Donc là, on a, vous pourrez regarder, hein, c'est sur le site si ça vous intéresse plus particulièrement, une capacité à voir si ce sujet-là est
fondamentalement surreprésentés, moyennement surreprésentés ou faiblement surreprésentés. Et la slide d'après, en fait, montre l'inverse, c'est les sujets dont on parle le moins, hein, les causes qui sont les moins défendues à l'échelle des pays. Donc, par exemple, en Afrique, j'ai pas mes lunettes, mais peut-être que Grégoire, tu peux lire. Je ne me souviens plus, mais en Afrique, il y avait des choses. L'empreinte environnementale, par exemple, était très peu représentée en Afrique, surtout en Afrique australe, oui. De toute évidence. Là où j'ai plus de mal à lire aussi. Je peux chausser mes lunettes. Oui, par exemple. Oui, tout ce qui était LGBT, par exemple, était très peu représenté dans les pays du Maghreb. Et tout ce qui était droit des hommes, non, droit des femmes, pardon, assez bizarrement, était moins présent en France, visiblement. Tandis qu'en Angleterre, ce qui ressort en tête de liste, c'est, j'ai du mal à lire, conséquences sur le financement du terrorisme. Voilà. Donc, vous voyez, on voit, oui. voilà, on a vraiment des particularités et des sensibilités qu'il faut prendre en compte, quel que soit le sujet. Voilà. Donc, c'était une démonstration internationale juste sur un focus et qui est évidemment transposable à beaucoup d'autres sujets. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions et y répondre. Alors, pourquoi pas de one-to-one, ce serait pourtant très utile, en particulier en B2B où les interlocuteurs du client sont multiples, utilisateurs, responsables achats, directeurs financiers. Oui. Parce que technologiquement, c'est une toute autre mécanique qu'il faudrait mettre en place. Accessoirement, et en B2B en particulier, enfin tous ceux qui ont déjà essayé de faire du matching avec LinkedIn s'en sont rendus compte. Il n'est pas si facile que ça d'identifier les identités B2B des individus à travers une adresse mail ou des choses comme ça. Typiquement, par exemple, quand vous essayez de matcher une base B2B avec LinkedIn, vous avez des taux de matching qui sont très faibles, tout simplement parce que sur LinkedIn, les gens créent leur compte avec leurs adresses email personnelles et non pas leurs adresses email pro. Et on aurait exactement le même genre de souci en B2B, mais même en B2C où on n'a plus cette limitation, se posent des problèmes de confidentialité, des problèmes de conformité RGPD qui sont très importantes. Évidemment, et puis de toute façon côté Synomia, comme le disait Sonia tout à l'heure, ça supposerait que la technologie soit fondamentalement différente. Aujourd'hui, on ne s'attache pas à la récupération d'ID quand on fait l'analyse des verbatim et qu'on récupère la data, notamment la data externe. Et donc, voilà pourquoi on ne fait pas de one-to-one, comme vous le demandez. Pour autant, je suis d'accord avec l'idée, hein, mais oui, on voit bien l'intérêt. Mais il faudrait refondre la technologie de façon sensible. Voilà. On voit bien l'intérêt, ça c'est sûr. En revanche, ce qui est tout à fait réalisable et ce que l'on fait, c'est que, par exemple, en programmatique, on va reconstituer des cibles qui sont finalement une autre forme de one-to-one à partir de la matière qui a été, par exemple, effectivement utilisée au travers de tous les contenus, par exemple, que a publié un lead buyer sur, je sais pas moi, des sujets de restauration collective. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire par pont indirect potentiellement des activations matchées sur la sémantique. Mais ce matching one-to-one, pour information, Guy, la première fois que j'ai rencontré Sonia, je lui ai posé la même question. Donc, oui, c'est vrai. Exactement. Mais voilà, on est toujours de toute façon à l'écoute aussi de tout ce qui sera, on va dire, opérable aussi bien par la tech et aussi par justement effectivement ce qui est permis par le cadre légal, quoi, en fait, hein, tout simplement. Avec les DMP, les CDP, je pense que cette jonction-là, elle peut être faite aussi en digital par le biais de ces SaaS un peu intermédiaires. Alors, les informations externes vocales, ça, c'est un point qui est intéressant. Externes et internes, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des enregistrements vocaux, notamment au niveau des centres de relations clients, qui sont... en fait, aujourd'hui, on ne le fait pas, à ma connaissance, mais ça ne serait pas forcément très compliqué de greffer un outil de NLP pour simplement transcrire les conversations vocales en texte. Et à partir de ce moment-là, elles deviennent analysables. Et je pense que aujourd'hui, c'est pas dans le produit, mais sur un projet chez un client demain, je pense qu'on sait le faire. Alors, on l'a déjà fait, plus particulièrement, par exemple, sur le secteur financier, où pour justement apprécier de façon très, très
pertinentes les différents segments de clients. On avait pris des conversations de CRC, hein, de relations clients, avec vraiment une contrainte forte, c'est que le speech to text, entre guillemets, vraiment la transcription des conversations doit être de très bonne qualité. Et c'est ça aussi aujourd'hui l'enjeu, c'est que si vous avez, on va dire, de la donnée de très bonne qualité, ça c'est tout à fait possible de le réaliser, on l'a déjà fait. Donc voilà, les informations vocales, elles sont aussi exploitables de la même manière, il faut juste que la traduction textuelle soit bonne. C'est-à-dire avec, par exemple, une séparation très claire entre les locuteurs, avec, si possible, de la ponctuation qui nous permet aussi de bien, on va dire, séparer les différents points de conversation. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais sinon, il n'y a aucune difficulté finalement à traiter cette donnée de la même façon. D'autres questions? Bon, bah, si on n'a pas d'autres questions... Ah, une question qui arrive. Merci à tout le monde. Merci à tous. Bonne fin de journée et à bientôt. Et à très bientôt. Merci Grégoire.